Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis heureux de vous accueillir sur un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir accueillir Sandy Boulanger, sexothérapeute et somatothérapeute qui se fait un plaisir, enfin j'espère, de nous offrir un peu de temps pour parler de son mental. Salut Sandy. Bonjour Sébastien, merci de me recevoir. Bien sûr que je suis ravie de partager ce moment avec vous. Ah bah oui, j'en doutais pas, tu sais, j'en doutais pas. Autrement tu serais pas là. Mais bon, voilà, c'était pour te piquer au vif d'entrée, pour te faire un petit peu réagir et sourire. Oui, tu mets déjà le décor du théâtre de notre rencontre. Voilà, tout à fait. Alors, Sandy, c'est quoi un sexothérapeute? C'est quoi un somatothérapeute? Alors, un sexothérapeute, c'est un professionnel en santé sexuelle qui va s'occuper en fait de la représentation de l'intimité jusque dans la sexualité. Donc, par rapport à un sexologue, il n'y a pas de côté médical, d'examen clinique physiologique, par exemple. Donc, il n'y a pas de prescription de médicaments, mais on va s'occuper exclusivement en fait de la partie psychique et donc de cette représentation. Moi j'aime assez avoir cette tendance qui est plutôt de courant jungien, à savoir que on a une fonction érotique, pas seulement toujours une histoire de troubles ou de problèmes sexuels, mais des fois une méconnaissance de son monde érotique, de son monde intérieur, ce qui crée effectivement des distorsions après dans la pratique de la vie réelle. Et puis un somatothérapeute, c'est un thérapeute, un psychologue du corps, j'ai envie de dire, qui a dans sa sacoche des outils corporels pour accompagner les difficultés psychologiques. Donc ça passera toujours par le corps, avec des fois du contact. Donc qui peut être du toucher, du massage détente, c'est bien sûr l'analyse beaucoup de la respiration, c'est aussi travailler parfois en état de conscience modifiée, c'est-à-dire que on est toujours aux commandes de son mental, mais on va surtout venir plonger à l'intérieur, relâcher son corps pour pouvoir laisser émerger beaucoup plus de matériel, tout en voyant comment est-ce que ça se passe dans le corps, puisque on somatise énormément, c'est un mot qu'on connaît beaucoup maintenant, tu somatises, mais c'est vrai que du coup, c'est souvent dans le corps qu'on se rend compte qu'on n'a pas bien écouté les messages de son conscient et son inconscient. Du coup, quand tu dis qu'on utilise beaucoup le mot somatise, qu'est-ce que toi tu y mets derrière ce mot somatiser? Moi, j'y mets le fait en fait que quand on n'écoute pas suffisamment ce qu'on ressent, que notre tête nous envoie comme message, sachant que plus c'est important, plus c'est codé, c'est ce qu'on fait dans l'analyse des rêves, par exemple, mais on n'est pas obligé d'être endormi pour avoir des messages comme ça. Quand on n'écoute pas ces messages-là, le corps, en fait, on peut pas lui raconter, quoi. On lui fait pas. C'est-à-dire que même si on se raconte plein d'histoires avec sa tête, le corps, lui, on peut pas lui mentir. Donc, au bout d'un moment, quand on essaye trop de le berner, il envoie des messages qui sont souvent, bien sûr, des messages de douleur, de souffrance. On va se coincer quelque part, on va se contracter à d'autres endroits. Et ce sont ces messages-là qui sont pour moi intéressants à venir travailler. Ok, du coup, ça pourrait expliquer
des blessures, par exemple, dans le sport, parfois il y a des athlètes qui se blessent alors qu'ils sont bien préparés, mais bon, on sait qu'à l'extérieur, ça se passe pas forcément bien avec dans leur vie privée ou dans leur vie familiale, et du coup, bing, la blessure arrive. Donc c'est un peu ça, quoi. Exactement. Oui, j'aime beaucoup le milieu du sport. J'ai pas mal réfléchi à la question il y a pas mal d'années maintenant de cela. J'avais été contacter les clubs de rugby parisiens, mais t'imagines bien qu'il y a 15 ans, une préparation mentale proposée par une femme, c'était un peu un peu osé, je crois. Et c'est vrai que du coup, ça s'était pas fait, mais je suis assez fan du milieu sportif. Et bon, ça veut pas dire que chaque claquage est toujours dû à un problème psychologique, mais je pense qu'il y a une escalade d'assouplissement de son potentiel et de ses limites, et que quand on va trop franchement au-delà de ses limites, bah forcément le corps il peut pas tenir. Et oui. Et oui. Alors, avant de revenir un petit peu sur ton parcours et comment tu as été amené à devenir sexothérapeute et somatothérapeute, j'aimerais te proposer de faire un petit portrait chinois, comme je le fais à chaque début d'épisode avec l'invité du jour. Est-ce que tu es partante? Oui, je suis prête, c'est parti. Alors, si tu es prête, c'est parti. La première question, qui est souvent la même, c'est si tu étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi? Alors, je serai le bleu. Je trouve que c'est une couleur qui dégage énormément d'énergie et qui me rappelle toujours le ciel bleu. C'est quelque chose d'hyper important pour moi. J'aime beaucoup ça. La luminosité du ciel est toujours très importante. Donc, le bleu, franchement. Le bleu, franchement. Allez, adjugez, moi aussi j'aime beaucoup le bleu. Et quand on a un beau ciel bleu, ce qui nous arrive pas très souvent en région parisienne, on est content. C'est mieux que le gris. Il faut avoir une bonne mémoire dans ces cas-là. Moi, je suis fan de la Madeleine de Proust. C'est qu'en toutes circonstances, je vais me chercher à l'intérieur un ciel bien bleu. Ouais, une bonne visualisation alors du coup. C'est ça. Alors, si tu devais choisir un livre, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors, je suis une grande lectrice. C'est un choix qui est cornélien. Mais aujourd'hui, je me sentirais de dire, comme ça spontanément, un livre de John Welwood qui s'appelle Parfait amour, imparfait bonheur. Ouais, j'aime assez. Je trouve que ça reflète bien ce qu'on vit en ce moment, à vouloir quelque chose de parfait dans nos vies. Il y a forcément un bonheur imparfait derrière. J'aime beaucoup. Alors Sandy, si tu étais un objet, tu serais lequel et pourquoi? Je serais une bougie parce que déjà c'est très symbolique. Ouais, c'est ancestral même cette lumière. On l'utilise dans de nombreuses traditions religieuses. Et puis éteinte, c'est quand même aussi quelque chose d'esthétique, de joli. Ouais, ça peut sentir bon. J'aime beaucoup cet objet. Tu devais choisir une innovation. Je choisirais le téléphone parce que ça nous permet d'être facilement en lien avec tout un tas de gens qui ne sont pas forcément près de nous. Ça nous permet de nous voir aussi. Je trouve que ça, c'est une sacrée avancée technologique. Quand on sait l'utiliser, bien sûr, avec raison. Mais là, ça, c'est philosophique. C'est vrai. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères? Le soir, c'est le moment du coucher qui est un de mes moments préférés. C'est un moment de détente, de recentrage, de lâcher prise. Et c'est pour moi le début d'un autre temps, en fait. Voilà, je vais pas forcément m'endormir au moment du coucher, mais c'est un moment différent. C'est un peu suspendu hors du temps, je trouve. J'aime beaucoup. Si tu devais choisir un art? Je choisirais la musique. C'est quelque chose qui est toujours disponible, que ce soit dans sa tête ou avec n'importe quelle partie de son corps. On peut aussi faire de la musique. On n'a pas obligé de maîtriser l'art d'un objet transitionnel musical. Moi, j'ai en permanence une chanson dans ma tête, et c'est vrai que en fonction de la chanson et de mon humeur, ça m'aide, ça me soutient beaucoup. C'est pour moi un véhicule émotionnel très important, la musique. Et du coup, si tu devais choisir une musique, tu choisirais laquelle? Je vais te partager celle que j'ai dans la tête en ce moment même, qui est Here Comes the Sun. C'est assez péchu, okay. C'est chaleureux, j'aime beaucoup. Et puis il y a du soleil et du sun. Ouais, c'est bon.
qualité qui te caractérise? Je dirais la joie de vivre. C'est quelque chose de très authentique chez moi. C'est très fédérateur en plus. Et c'est quelque chose qui me caractérise parce que c'est vrai que je suis vraiment quelqu'un de très joyeux et même s'il y a des moments où je me sens pas super bien tout le temps, j'avoue que cette qualité-là m'aide beaucoup. Ah oui, après, on n'est pas linéaire, hein. On peut avoir émotionnellement des comment dire, Oui, des hauts, heureusement. des bas, des moyens. Mais bon, c'est vrai que quand on garde la joie de vivre, ça passe mieux, quoi. C'est plus facile. Oui. Je me demande si c'est pas inné d'ailleurs, hein, mais je l'entretiens, certes. Mais c'est vrai que c'est une qualité qui est très développée chez moi. Tu devais choisir un mot, lequel choisirais-tu? Je choisirais Iarapi, qui en grec signifie l'amour suprême. Chez les Grecs, ce qui est intéressant, c'est que ils ont différents mots pour exprimer les différents niveaux d'amour, donc d'attachement que l'on a avec les autres. Et voilà, Rapi, c'est le summum où tu mélanges le cœur, le corps, l'esprit. C'est le degré le plus élevé et je trouve que c'est un étage extraordinaire pour être en relation. Allez, une petite dernière. Si tu devais choisir une saison de l'année que tu préfères, ça serait laquelle? Oh, sans hésiter, je dis l'été. Ça, c'est la saison que j'attends toute l'année, que j'espère elle dure le plus longtemps possible. C'est un moment où voilà, le jour est long, les nuits sont douces, c'est une période qui est propice au partage, à l'échange. C'est doux, c'est ma saison préférée, j'adore. Ok, adjugé pour l'été. C'est vrai que il nous tarde qu'il arrive parce que là, moi aussi, je suis pas de janvier, février, mars, et ça me peine là. J'aime pas trop. Oui, non, moi je suis méditerranéenne, donc c'est vrai que ces chaleurs, je n'en souffre pas, au contraire, je la vis très bien. Ah ouais, bah, moi aussi, hein, puisque moi aussi, je suis de Méditerranée à la base. Je suis venu me perdre en région parisienne. Mais tu as gardé ton fil d'Ariane, cette chaleur estivale au fond de toi. Et oui, c'est vrai. Chaque rayon de soleil qui sort à Paris, j'ai l'impression que ça fait un bien fou à chaque fois. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Comment on fait pour devenir sexothérapeute? Alors, j'ai commencé en fait par être relaxologue. J'ai appris pendant 2 ans différentes techniques, des outils pour apprendre à ressentir son corps, à le détendre. Et c'est parce que j'ai appris et pratiqué cela qu'est venu le besoin d'être sexothérapeute, parce que une fois qu'on détend son corps et son esprit, eh bien toutes les problématiques ou les questions existentielles arrivent à la surface, et forcément la question de l'intimité, quand on se détend, qu'on fait un peu éclater tous nos carcans, émerge assez fortement. Donc je suis devenue sexothérapeute parce que j'avais beaucoup de questions, notamment en cancérologie, sur la question de l'intimité, de la sexualité quand on est malade. J'avais pas de réponse, je savais pas quoi dire, si ce n'est peut-être plaquer mes propres croyances. Donc pour moi, ça a été un parcours qui ne s'arrête pas, hein. On n'arrête jamais d'apprendre en sexothérapie, en sexologie, parce que ça avance beaucoup, on découvre beaucoup de choses. Je pense aux neurosciences qui éclairent énormément aujourd'hui cette science-là aussi, d'où se loge le désir. C'est fascinant d'ailleurs. C'est pas seulement quelque chose comme ça de naturel, de spontané. Il y a une mécanique et une horlogerie fine derrière. Donc voilà, je continue à me former, à suivre des formations, des webinaires, à échanger, à lire. Donc on ne devient pas, en fait. Je pense que c'est un état d'être et c'est une volonté perpétuelle de savoir et de perfectionnement, je pense aussi. Chaque personne étant très différente, chacun ayant son monde érotique et intime, c'est un monde qui n'a pas de
pas de limite, et c'est ça qui est aussi très enrichissant, très surprenant. Avec le recul, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? J'ai envie de dire ce que ça m'inspire, c'est de toujours croire dans mes rêves et mes convictions, que c'est pas forcément toujours facile, évident, mais je me sens plutôt alignée dans tout ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'était pas linéaire, il y a eu des hauts, des bas, et en même temps c'est toujours cette même motivation qui me porte. Donc ça m'inspire beaucoup de joie, de gratitude et de fierté. Alors justement, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui au regard de ton parcours? De ne pas avoir baissé les bras, je pense. Ça, c'est quelque chose dont je suis fière. J'ai commencé en fait mes études supérieures sur une note assez négative. Je voulais être médecin et malheureusement, j'étais pas bonne en physique. Donc j'étais bonne en mathématiques, en chimie, mais pas en physique. Et c'est vrai que quand il a fallu choisir des filières après en bac, on m'a plutôt dit de renoncer à mon rêve de médecin, et du coup j'ai dû bifurquer pour l'économie. Et finalement, quelques années après, je reviens porter ma blouse blanche, et non, j'ai pas baissé les bras. C'est une autre façon d'être dans le soin. C'était inattendu, mais finalement, je fais quand même ce que j'avais envie, d'une autre façon. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle fait écho à ton parcours? Oui, parce que j'ai envie de dire que impossible, c'est très philosophique comme terme finalement. Donc impossible, c'est aussi peut-être d'une certaine façon, ça n'est pas possible, mais ça peut l'être d'une autre. Donc j'aime assez cette phrase, oui, ça me va bien. Alors on va parler un peu de mental maintenant. On va rentrer dans la dimension du mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, quelle définition tu poserais, toi? Je dirais que c'est cette petite voix qui nous parle, comme un Jiminy Cricket. J'aime beaucoup ce symbole-là. C'est ce qui nous parle à l'intérieur de nous. C'est ça, c'est notre petite voix. Notre petite voix intérieure, c'est ça? C'est ça. Et si tu devais définir quelqu'un qui a un bon mental, tu définirais comment cette personne? Une personne qui sait rebondir en toutes circonstances. Est-ce que toi, de ton côté, tu fais une préparation mentale personnelle? Une préparation, oui. Alors moi, en fait, j'aime bien surtout utiliser le terme de rituel. Pour moi, la préparation se concrétise sous forme de rituel. Donc oui, c'est quelque chose auquel j'attache énormément d'importance et qui structure mes journées, oui. Alors quels sont tes rituels? En fait, quand je me lève, j'aime assez allumer une bougie, parfois de l'encens, et c'est un moment où voilà, je vais prendre le temps de réveiller mon corps, de respirer profondément, de sentir que je me réveille tranquillement. Après, je vais boire un café, je vais regarder mes réseaux sociaux. Ça, c'est des choses que je fais tous les matins. C'est comme un peu me dire bonjour, en fait. Et puis après, j'ai aussi des rituels entre chaque patient que je vais pouvoir voir dans mon travail. J'ai toujours un retour à moi, en fait, à comment je suis, à comment je me sens. Je réorganise beaucoup mes pensées. Donc ça, c'est très présent tout au long de ma journée. Quand je rentre, que c'est le moment de préparer le repas, là aussi j'ai toujours une attention particulière à ce moment-là. Donc je suis très le mental, c'est pas forcément quelque chose qui me pousse à faire quelque chose, mais c'est cette petite voix qui va m'accompagner en permanence pour pouvoir être au mieux là dans le moment présent. Ah oui, ça c'est important, être présent à soi et oui, puis c'est pas tout le temps non plus, hein. C'est ça. Est-ce que pour toi l'enthousiasme est primordial pour le mental? Oui, parce que je pense que c'est un très bon leitmotiv. Justement, dans cette petite voix, il n'y a pas que des messages positifs, hein. Il y a aussi des choses difficiles. J'ai envie de dire que la vie, c'est pas du couscous. On choisit pas les morceaux qui sont dedans, mais on apprend à le déguster. Donc du coup, autant apprendre joyeusement à déguster les expériences de la vie. Et je pense que ça aide, oui, carrément.
Écoute, tu viens de me faire bien rire. La vie, c'est pas du couscous. C'est extraordinaire. Je vais la ressortir, ça. Je vais la ressortir. Je crois que je vais en faire un teaser pour annoncer le podcast. Ah ben si tu veux, écoute, c'était le teaser de mon livre. Ça commence comme ça. Ah oui, c'est vrai. Alors tu as écrit un livre, j'ai même pas fait attention. C'est un livre qui porte sur quoi? Eh ben c'est un roman de développement personnel sur l'intimité, justement sur la sexualité. C'est l'histoire de 7 personnages de 26 à 92 ans sur une semaine qui vont être amenés en fait à comprendre le cœur de leur cœur, à savoir comment est-ce qu'ils utilisent ou pas d'ailleurs la sexualité, et c'est surtout une histoire d'amour avec soi et comment est-ce qu'on peut la partager avec les autres. Ok, et il s'appelle, ton livre? Remets ton slip en place. Remets ton slip en place. Ok, bah alors du coup je vois pas le rapport avec le couscous, mais... Ah, mais tu verras, si tu lis, ça commence comme ça. C'est que la vie, c'est pas du couscous. Donc, voilà, il faut apprendre à déguster toutes les expériences qui s'offrent à nous parce qu'on les choisit pas. On choisit pas les traumatismes, on choisit pas le burn-out, on choisit pas la maladie, on choisit pas les violences, mais la seule chose que l'on peut choisir, c'est comment est-ce qu'on réagit, en fait, face à tous ces événements. C'est ni une punition, ni une damnation, c'est la vie, c'est comme ça. C'est des lots d'expériences aussi bien positives que vraiment difficiles. Bon, en tout cas, bravo pour ce livre et on va essayer de remettre son slip en place et de manger du couscous. Alors, on va parler un peu de confiance. Est-ce que tu es quelqu'un qui a globalement confiance en soi? Alors oui, c'est devenu maintenant un peu plus autorisé de pouvoir le dire, mais oui, j'ai une grande confiance en moi. Alors cette confiance, ça veut pas dire que je doute pas, hein, mais... Bah oui, bien sûr. Et du coup, cette confiance, tu l'as acquise dès ton plus jeune âge ou elle s'est construite au fur et à mesure des expériences et peut-être des échecs et finalement t'as rebondi et tu t'es construit cette confiance-là. Comment elle s'est bâtie, toi, ta confiance? Je pense que aussi loin que je me souvienne, j'ai ce sentiment-là très fort chez moi, qui à la base part d'une confiance dans l'humanité en fait. Comme je fais partie de l'humanité, forcément j'ai confiance en moi. Je pense qu'on oublie souvent que l'être humain est bon. On a beaucoup tendance aujourd'hui à croire que les gens sont, surtout les gens, j'adore ce terme, les gens sont immondes, dégueulasses, violents. Voilà, moi je crois au contraire que l'être humain est bon, il a toutes les facettes, ça c'est sûr. Et puis chacun fait de son mieux pour faire briller celles qui sont les plus porteuses et qui créent du lien et du collectif. Mais ça part de là en fait. J'ai une grande confiance dans les gens. Et puis donc du coup en moi. Par rapport aux échecs, là tu me demandais. Après j'allais rebondir sur les gens, mais il y en a certains, si on pouvait faire un reset, ça serait pas mal quand même. Il faut tourner la boule à facettes. C'est pas un reset. Justement, tu vois, c'est pas changer les gens. C'est leur permettre d'utiliser, de changer le sens des paillettes et de faire ressortir leur plus belle aussi. Oui, effectivement, t'as raison. Mais que ça, un petit reset, je crois que ça serait vraiment nécessaire. Non, je ne partage pas ton idée, mais je comprends. Bon, d'ailleurs c'est ça, hein, l'objectif c'est on est là pour discuter dans la paix et l'amour. Et des fois les désaccords, ça n'empêche rien. Non, mais t'as raison. C'est vrai que souvent on a affaire à des personnes qui peuvent être désagréables, mais souvent le fait d'avoir une réaction malgré tout, d'être agréable face à leur agressivité et pouvoir ne serait-ce que leur faire un sourire ou ne serait-ce que engager une conversation pour les détendre, on se rend compte parfois que derrière leur carapace d'agressivité, il y a souvent des personnes qui sont sympas et qui finalement ont besoin peut-être d'être accompagnés ou de discuter et qui sont un peu câblés différemment de nous, quoi, on va dire. Exactement.
En revenant à nos moutons, on parlait de confiance et tu allais rebondir sur les échecs quand je t'ai coupé. Excuse-moi. Et du coup, selon toi, est-ce qu'il faut se donner le droit à l'échec? Alors, se donner le droit est du coup un peu dérangeant pour moi. J'aimerais plutôt me dire qu'on peut accepter que l'échec existe et qu'il puisse arriver, que c'est possible. Parce que sinon, se donner le droit à l'échec, je trouve que ça met dans une posture un peu de toute puissance. Alors que non, on n'est pas du tout dans la toute puissance, donc forcément, ça arrive d'échouer, ça arrive de faire des erreurs aussi. C'est ça, c'est la boule à facettes. On n'est pas dans le perfectionnisme, on est dans l'optimalisme, qui est un terme que j'aime beaucoup. Et ça nous permet de faire de notre mieux et puis de continuer à faire tourner les facettes de la boule disco. C'est ce que j'allais dire, soirée disco aujourd'hui, la boule à facettes. Alors, tu as certainement dû rencontrer du coup des difficultés ou des échecs. Comment tu as su garder confiance dans ces moments-là? Je crois que ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire que il y a des moments où j'ai pas réponse à tout, j'ai pas une analyse non plus sur ce qui se passe pertinente, peut-être juste, parce que justement il y a il y a des inconnus, hein, on apprend ça en mathématiques, les équations de nombreux inconnus, mais j'ai confiance que j'en ferai quelque chose en fait. C'est que même si là ça se passe pas comme j'ai envie, que ça peut être des choses vraiment difficiles et douloureuses, j'ai confiance dans le fait que y a un moment où tout ça va se transformer, parce que je suis derrière, hein, forcément. Ça viendra pas du Saint-Esprit, mais des fois ça demande du temps aussi. Et je suis assez flexible sur le fait que parfois je peux ne pas tout comprendre, ne pas avoir une bonne vision de ce que je suis en train de vivre. De la façon dont j'ai mis en place mon projet, peut-être ça s'est pas bien passé. Bon, voilà, c'est ok, ça s'est fait et comment je vais pouvoir rebondir. C'est ça qui me garde en confiance. Est-ce qu'au cours de ton parcours, tu as dû à un moment donné t'affranchir du regard des autres? Affranchir est un mot encore qui me convient pas forcément. Je pense que au fil des années, j'apprends à vivre avec le regard des autres. Il y a une philosophie que j'aime beaucoup, que tu dois connaître, qui est les accords Toltec. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y en a un 5e qui est sorti après ces fameux 4 accords Toltec, qui est de rester toujours sceptique, surtout avec soi-même. Et ça j'adore en fait, parce que c'est vrai que ça me permet de me dire que le regard des autres c'est essentiel. Enfin, c'est encore une fois philosophique, hein, on n'a pas inventé l'eau chaude. Et aussi, je suis pas obligée d'être dans un mode comme ça binaire de je prends tout ou je rejette tout. Je dois dire que le regard des autres continue toujours de me colorer. Donc je m'en affranchis pas, je vis avec parce que j'ai décidé de vivre dans la collectivité en fait. Alors je vois comment est-ce que je peux, en étant toujours moi, prendre ce qui peut me servir, ce qui me semble juste, utile. Et puis parfois, au bout d'un moment, peut me dire tiens, on m'avait dit ça, j'étais pas du tout d'accord, mais en fait, après réflexion, c'est peut-être vrai. Il y a peut-être un fond de vérité, donc je vais voir comment je peux ajouter cette couleur-là dans ma personnalité. Ok, oui, après il y a toujours comme tu dis, il y a des choses à prendre, des choses à écouter, finalement à pas forcément prendre. C'est vrai qu'après ce qui est important, c'est d'être, j'ai envie de dire, c'est d'être aligné avec ses valeurs, hein, quel que soit le regard des autres. Oui, mais que mes valeurs soient quand même assez proches des autres. Parce que sinon, je vivrais toute seule en slip sur une montagne à méditer. On en revient au slip, là. Toujours, hein, quand même. En slip sur une montagne. Tu sais que je suis en train de te visualiser, là. C'est le plancher. Comme ça. Tu sais, les êtres éveillés, on les imagine toujours comme ça, assis en fleur de lotus, dans cette posture d'accueil.
Donc moi j'aime assez vivre avec la collectivité quand même. Donc si le regard des autres m'importe, je peux pas dire que il m'écrase, mais je vis avec si c'est important pour moi. Oui, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce que je voulais exprimer, c'est le fait que, quel que soit le regard porté par les autres, le fait d'être aussi aligné avec ses valeurs, ce qu'on ressent, je pense qu'il faut accueillir ce que les autres peuvent, en fait, nous dire, mais que tout n'est pas forcément une information à prendre en considération pour notre bien-être. En gros, c'est ça, quoi. Oui, oui, complètement. Mais là, tu parles du coup, je pense, de développer sa pensée critique. Oui, voilà, c'est ça. Qui là aussi est assez ancienne et qu'on a un peu perdu, mais qui revient. Oui, et ça, c'est bien que ça revienne. Pensée critique, c'est important. Oui. Surtout en période électorale. C'est pas la voie la plus aisée, hein. C'est vrai que le conformisme est quand même assez confortable, par définition. Mais voilà, c'est un muscle, hein, la pensée critique. C'est intéressant. C'est pas toujours tendre, hein, d'ailleurs, hein, de soi à soi, mais oui, je trouve ça pas mal comme vue de l'esprit. C'est sympathique. Tout à fait. Alors, le sujet qui vient aussi derrière, est tout aussi sympathique, c'est la motivation. Et toi, quels sont tes moyens que tu utilises au quotidien pour te motiver? En bon sexothérapeute, je vais te dire, c'est le plaisir. C'est vraiment pour moi une sensation qui prime en fait dans ma motivation. Avoir du plaisir dans ce que je fais et dans qui je suis, c'est ce qui me porte. Ça dépasse la fatigue, ça dépasse les frustrations, les malentendus, les différences de rythme des fois entre les différentes personnes avec qui on peut créer des projets, ce genre de choses. Ainsi, le plaisir, c'est fondamental. Du G pour le plaisir. Mais c'est vrai que c'est important de prendre plaisir du coup à faire ce qu'on a envie de faire. Hein. Donc ça c'est sûr. Hein. C'est sûr que si il y a aucun plaisir à je sais pas, à se lever le matin pour aller faire un job qui nous plaît pas, ça devient vite compliqué quoi. En termes de motivation. Oui. Puis ce qui est bien avec le plaisir, c'est que c'est négociable aussi. C'est que même si on a un job qu'on n'aime pas, on peut trouver quand même des sources de plaisir sous-jacentes à ce job qu'on n'aime pas, parce que à côté, ça nous permet de développer d'autres choses et de ressentir d'autres formes de plaisir. C'est magnifique le plaisir. Il est complexe. Il est pas compliqué, il est complexe. Mais grâce à ça, je trouve qu'on peut quand même aussi souvent aller chercher au fond de soi ce sentiment. C'est pratique. C'est vrai. Tu m'y fais réfléchir. C'est vrai que t'as raison. C'est vrai que même dans un job qui nous plaît pas forcément, on peut aller trouver des sources sous-jacentes de petits plaisirs divers et variés. T'as raison. T'es déjà arrivé de ressentir du stress ou de la pression? Ah bah oui, bien sûr, comme tout le monde, hein. Déjà c'est une émotion humaine normale. Elle est pas forcément négative d'ailleurs. Le stress est pas forcément négatif. On a deux façons de le gérer dans notre système nerveux. Donc le stress c'est utile, ça nous permet aussi de passer à l'action. Ça dépend comment on le vit. Et puis la pression, bien sûr, surtout dans une vie parisienne où il y a toujours beaucoup de choses à faire, avec des délais qui sont pour hier. Ça, c'est très parisien quand même. Hein. C'est pour quand? C'est pour hier. Effectivement. Donc oui, si, bien sûr que ça m'arrive, oui. Alors du coup, comment tu fais pour la gérer, toi, cette pression ou ce stress peut venir de temps en temps? Moi, je suis pas une personne qui fait les choses comme ça à la dernière seconde. Donc cette pression aide à aller de l'avant. C'est bon, je gère les choses différemment. Quand ça m'arrive, souvent j'essaye de me calmer, au contraire. Plus il faut que ça aille vite et plus je ralentis pour aller chercher en fait en moi ce qu'on appelle en psychologie positive ce flow, cet état d'être où je me sens apaisée, recentrée et où là du coup je vais être hyper efficace. Voilà, comme j'aime bien le dire, je vais dépoter du steak en fait.
Donc l'agitation ne m'aide pas. Donc plus j'ai de pression et plus j'ai besoin au contraire de m'arrêter, de me recentrer, de me calmer, de faire le tri. Et je sais en fait qu'après, je vais sentir ce moment où ça y est, tout est clair pour moi. Et là après, c'est d'une efficacité redoutable. Tes expressions aussi, elles sont redoutables. Hein. Dépoter du steak, je l'avais jamais entendu ça. Je l'avais jamais entendu. Alors du coup, je vais les garder. On va s'amuser avec. Dépoter du steak. Ok. Ouais, je partage. Alors, est-ce que tu es quelqu'un de déterminé? Oui, énormément. On me le dit d'ailleurs beaucoup, parce que tu vois, le regard des autres est essentiel aussi. Ce qu'on peut dire de moi, c'est que on peut me faire sortir par la porte, je vais passer par la cheminée en fait. Donc oui, je suis toujours très déterminée, tout en acceptant que parfois ça ne passe pas par le chemin que j'avais décidé, mais je vais trouver une autre façon en fait d'y arriver. Ouais, t'as gardé ton esprit d'enfant, c'est-à-dire que quel que soit le non, tu trouves une autre solution pour arriver au oui. Exactement. Et puis des fois ça dévie un peu du coup mon objectif ou mon envie, mais ce qui émerge sera toujours fabuleux. Donc non, je suis très déterminée. Et est-ce que tu penses que du coup, pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher par rapport à cette détermination? Bah si, justement, il faut lâcher certains trucs, mais pas tout. Parce qu'à ne rien lâcher, des fois, on est buté. Et quand on est buté, on est tout seul. Et là, il n'y a plus personne qui vous suit et faire les choses seul, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, il faut apprendre à lâcher certaines choses, mais pas tout. Ok, faut pas lâcher son slip en tout cas, hein. Ça peut être utile. Ouais, c'est la base. Hein. Alors, c'est le premier chakra, tu vois. Le slip, c'est un chakra? C'est là où se loge le premier chakra quand même. L'ostéopathie, voilà, c'est le bassin, c'est là où on soutient tous les organes. C'est essentiel, ce bassin. Ok. Alors moi, je suis pas un spécialiste des chakras, mais du coup, ok, tu viens de m'apprendre quelque chose et les auditeurs. Alors, on arrive sur la fin la fin de l'épisode et traditionnellement, j'aime bien finir l'épisode par le mot de la fin, et ce mot de la fin, finalement, je le laisse souvent à mon invité. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux auditeurs ou un message à passer qui restera dans ton épisode? J'aimerais pouvoir partager le fait que ce qui est le plus soutenant, je trouve, c'est de garder sa candeur. Une âme d'enfant ne veut pas dire qu'on est puéril. Je crois que ça nous permet d'avoir une paire de lunettes sur le monde qui est toujours vaste, curieuse, et du coup stimulante. Donc ouais, la candeur, c'est garder la joie d'un enfant qui nourrit les canards. Je trouve ça vachement chouette. Donc nourrissez vos canards. Ah ouais, encore une expression, la joie d'un enfant qui nourrit les canards. Excellent. Bon, on a fait notre lot de petites phrases cultes pour cet épisode. Là, Sandy, je te remercie pour le temps que tu as pu m'accorder pour le podcast Parlons de votre mental. C'était très enrichissant de pouvoir t'écouter et tu m'as bien fait rire avec avec plaisir, avec tes petites phrases cultes. Donc du coup, en tout cas, j'irai lire ton livre avec plaisir. Merci. Si dans les auditeurs, il y a des gens qui veulent aller consulter Sandy, je crois que c'est en Île-de-France, je crois que tu es en cabinet, il me semble, du côté... Tu es dans le 92, oui. Il me semble. Oui, je suis à la limite de la porte de Versailles. Donc voilà, voilà. Je mettrai les coordonnées dans la description de l'épisode si vous voulez aller... si vous avez des problèmes de slip, aller décortiquer avec Sandy. Et puis voilà, merci beaucoup Sandy, et écoute, je te dis... Merci Sébastien. À très bientôt, et puis bonne année 2022. Bientôt. Merci à toi aussi. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau.
30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.